Bienvenue dans cette formation dédiée à la data science appliquée avec R et RStudio. Pour maîtriser R et les statistiques appliquées, vous devez couvrir un ensemble de compétences fondamentales allant à la manipulation des données, la modélisation statistique avancée, en passant par la visualisation. Voici une feuille de route structurée des concepts clés à connaître et à maîtriser. Donc, je vais paraphraser un peu. Donc, dans cette formation sur la data science et la statistique, la data science avec R et la statistique, c'est que vous devez comprendre, vous devez avoir les compétences fondamentales. Lorsqu'on parle des compétences fondamentales, on fait allusion aux compétences fondamentales des R, donc les bases des R. Comprendre les bases des R, je vais en parler dans la première partie. On doit comprendre à manipuler, à faire la manipulation des données avec à faire la manipulation des données. On doit comprendre à faire la modélisation statistique. Lorsqu'on parle de modélisation statistique avancée, on fait allusion aux deux concepts de notre statistique qu'on utilise très souvent, c'est la statistique descriptive et la statistique inférentielle. On doit maîtriser ça afin qu'on puisse bien faire nos analyses. Et en passant, lorsqu'on fait la manipulation, on connaît les bases, on connaît la manipulation, on sait faire la modélisation avec la statistique descriptive et inférentielle. Maintenant, on peut très bien faire nos visualisations. Vous comprenez? C'est ce qu'on va faire tout au long de cette formation. Maîtriser tous ces concepts afin qu'on puisse être un bon data scientist. Donc, un très bon data scientist signifie maîtriser la statistique. Partie 1. Maîtrise du langage R et de l'écosystème Tidyverse. Le premier point, c'est la base de R. On doit maîtriser les vecteurs, les data frames, les listes, les opérations, les fonctions, les boucles, la gestion des packages, l'importation, l'exportation. Lorsqu'on parle d'exportation et d'importation, on fait allusion aux sources de données. On a les CSV, on a Excel et tant d'autres. On doit maîtriser les filtrages. Comment faire les filtrages? On doit filtrer nos données, filtrer nos colonnes, nos variables. Et la gestion et sélectionner des colonnes. Et lorsqu'on fait des filtres, on doit aussi avoir une maîtrise des sélections. Donc, c'est-à-dire sélectionner quelques colonnes de notre table ou de notre jeu de données. Le deuxième point, c'est la manipulation. De la manipulation, on doit être en mesure de créer les variables. Avec la fonction mutet, on doit maîtriser les regroupements. Comment faire les regroupements avec la fonction group by. La fonction group by, ça nous permet de faire les regroupements. Et pour résumer, on va utiliser la fonction summarize. Très souvent, on l'utilise avec group by. Et enfin, la jointure. On doit vraiment maîtriser la jointure. C'est très important en tant qu'un data scientist, en tant qu'un data analyst, en tant qu'un analyste en général. Donc, la personne qui connaît le langage SQL, il est censé aussi à maîtriser les jointures internes, externes, les jointures complexes. Donc, on va voir dans cette vidéo comment peut-être on peut aussi les maîtriser avec R. Et enfin, la visualisation. Lorsqu'on fait les manipulations, on doit maintenant retourner, on doit faire maintenant la visualisation. La visualisation, on va voir comment est-ce qu'on peut faire la visualisation avec l'histogramme, avec la boîte des moustaches, la barre et tant d'autres personnalisations avancées que nous allons voir dans cette série de formations. Le point de maîtrise des concepts statistiques fondamentaux. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, on a des types de statistiques descriptives et inférentielles. Dans la statistique descriptive, on doit être en mesure de maîtriser, de comprendre la moyenne. Comment est-ce qu'on peut utiliser la moyenne dans un cas? La médiane, les modes et tant d'autres mesures qu'on peut utiliser ou tant d'autres fonctions de la statistique descriptive qu'on peut utiliser dans notre jeu de données ou dans un cas qu'on nous présente. Mesure de dispersion. Dans la mesure de dispersion, on a ce qu'on appelle les variances, les quartiles, l'étendue, les quantiles. On doit maîtriser aussi ces mesures de dispersion. Le troisième point, c'est la distribution. Comprendre les distributions normales avec gaussienne et comment visualiser la forme des données avec l'histogramme, la densité et tant d'autres. Donc, dans cette série de formations, on va apprendre les bases de R. La deuxième partie, on va apprendre la statistique descriptive et la statistique inférentielle. Dans la statistique inférentielle, ici on dit l'art de tirer des conclusions sur une population à partir d'un échantillon. Donc, ici on va maîtriser les théories. On a les théories d'échantillonnage,
on a les théories d'hypothèses, on a l'intervalle de confiance. Dans l'intervalle de confiance, on dit estimer la prévision de vos estimations des paramètres. Donc, on va en parler en profondeur dans cette série de formations. Et le point, c'est les tests statistiques clés. En tant que statisticien, vous devriez avoir la maîtrise des tests. Comme en génie logiciel, on a les tests unitaires, les tests de fonctionnalité et tant d'autres tests qu'on utilise lorsqu'on veut tester notre logiciel, si ça fonctionne vraiment bien, si ça respecte les normes. Ici aussi en statistique, on doit maîtriser les tests. Parmi les tests, on a 3 types de tests que j'ai énumérés dans cette série. Les tests de comparaison moyenne, ici on a les t-tests, c'est pour comparer une ou deux moyennes. On a les ANOVA, analyse de variance, c'est pour comparer 3 moyennes ou plus. On a les tests non paramétriques, des tests pour les données qui ne suivent pas des distributions normales. Et on a les tests d'association, là on fait allusion à la corrélation, mesurer la force de la relation linéaire, coefficient. Les tests du chi carré, pour comparer les variances catégorielles, tableau de contingence. Voilà. Ici, dans la partie 2, dans cette série, on va apprendre ça. On va tout apprendre afin qu'on puisse bien maîtriser la statistique. Le point 3, la partie 3, c'est la modélisation statistique et machine learning. Le premier point, c'est la modélisation linéaire. On va apprendre la régression linéaire simple et multiple. On va comment comparer les hypothèses, comment interpréter les coefficients et évaluer la qualité du modèle. Le deuxième point, c'est la régression logique. Pour prédire, donc on va voir comment est-ce qu'on peut prédire une variable binaire. Le point B, technique de machine learning. Donc mon souci est que j'ai besoin de vous apprendre dans cette série comment utiliser les machine learning avec le langage de programmation R. Ici, on a le clustering, classification non supervisée. On a les can-min, comme dans un exemple précédent qu'on a pu faire avec vous. On a regroupé les données similaires sans étiquette préalable. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut faire, comment classifier comment faire la classification non supervisée. On va voir comment est-ce qu'on peut maîtriser, apprendre l'arbre des décisions et de random forest. Donc, les forêts aléatoires. En anglais, on appelle ça random forest. Là, on va utiliser les méthodes puissantes pour la classification et la régression. Et enfin, on a la validation des modèles. Ça, c'est les derniers points que nous allons voir avec vous dans les bases de machine learning. Ici, on a les concepts de super apprentissage, la validation croisée. Voilà un peu ce que j'ai prévu pour cette série de formations que nous allons apprendre avec vous. On peut déjà retourner dans notre RStudio pour maintenant voir comment on peut maintenant pratiquer toutes les théories que je viens d'évoquer en si peu de mots. Voilà, ici, cette WD, ça nous permet, c'est une fonction qui nous permet de répertorier notre travail. Donc, répertorier l'endroit où notre fichier e-commerce se trouve. Dans notre cas ici, si je fais ça, je vais pointer là où se trouve, là où est logé notre fichier e-commerce. Ça passe. La deuxième possibilité, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, on peut aller en section Set Working Directory. Ici, on est dans Choose Directory. Vous allez pointer là où il y a votre dossier. Open, ça va aussi faire la même chose. Mais ça, c'est les codes. Là-bas, c'est de façon graphique. Et puis, data-read.csv e-commerce.csv. Donc, ici, on a besoin de lire, de lire notre jet de données. C'est bon, on peut maintenant l'afficher ou l'appeler. Si vous remarquez ici, dans Global Environnement, ici on a Data. La data, c'est quoi? C'est la date que nous venons d'exécuter ici. Data, on a 500 observations qu'on appelle enregistrement et 20 variables qu'on appelle colonnes. Maintenant, View Data. View Data, ça va nous permettre d'afficher notre jet de données, sous forme d'un tableau. Ici, je vais cliquer. Voilà. Ça nous a affiché notre jet de données. Voilà. On continue. Maintenant, ici, on a besoin de créer une variable revenu
Pour créer cette variable revenu, on doit multiplier les points unitaires fois la quantité. Je vais cliquer, j'exécute et je vais afficher les deux premières lignes. Ici, c'est bon. On a maintenant revenu. Revenu, c'est où? Voilà, après il tourne, on a revenu. Donc ça, c'est notre revenu par catégorie. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va filtrer les commandes qui est supérieure à 800. Si l'une des variables est respecte, ça va nous retourner ces colonnes, ou qu'on appelle variables. Voilà. Voilà, je vais faire data. Je vais faire data. Je vais faire data comme ça. Je fais, voilà. On appelle ça pipe, hein, pipe. Et puis pipe, vous pouvez vous documenter, filter. Je vais mettre toujours des explications pour qu'on puisse comprendre ce qu'on est en train de faire. Ici, je vais faire point unitaire, ça sera supérieur à 800. Si dans les filtres que nous sommes en train d'établir, si il y a des lignes qui respectent, ça va nous retourner toutes ces lignes là. Je sélectionne, je exécute. Voilà. Ici, les filtres, ça garde uniquement les lignes qui respectent la condition. S'il y a les lignes qui respectent la condition, ça va nous retourner, comme ici, ça nous doit retourner les lignes qui respectent la condition. Voilà. Je peux mettre l'exercice, plutôt l'explication. Ici, mes filtres, c'est une fonction. Je dis, ça garde uniquement les lignes qui respectent la condition. Donc, s'il y a des lignes qui ne respectent pas la condition, lorsqu'on utilise filtre, les filtres, ça ne marchera pas, ça ne retournera pas les résultats. Très bien. Maintenant, on va sélectionner certaines colonnes. Pour sélectionner certaines colonnes, on va toujours appeler notre data. Notre data ici. On va utiliser notre pipe. Et puis, on va sélectionner. On a besoin de quoi? Retourner certaines colonnes. On va maintenant sélectionner. Select. Quelles sont les colonnes que nous voulons retourner? On a Order ID. On a Customer ID. On a Revenu. Et puis nous avons les pays, country. Comme ça, je vais exécuter. Voilà, 500, c'est trop. Hein. Je viens ici, on a Order ID, on a Customer client, on a les revenus, on a les pays. Voilà, très bien. L'explication, Select sert à choisir les colonnes à garder. Je l'ai déjà dit tantôt. Exercice 2. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut enlever des colonnes qui sont inutiles. Les colonnes inutiles qu'on n'a pas besoin de voir encore. On va appeler notre data, la pipe, et puis on va faire select. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? On sélectionne les colonnes qui ne sont pas utiles. Je fais tirer. Quelles sont les colonnes qu'on n'a pas besoin d'afficher encore? On a l'âge, on a les genres. Voilà, ici, mes âge, espace, tirer, genre. Parfait. Comme ça, c'est tout. Je sélectionne et je exécute. Ça va nous retourner tout sauf la colonne ou la variable âge et la variable genre. Voilà, ici, il n'y en a pas. Mais lorsqu'on vient ici, on voit customer client, âge, genre et pays. Ça a sauté, ça nous affiche directement les pays. Très bien. Voilà. Donc, lorsqu'on met les traits, les tirés là, ces traits-ci, c'est où? Voilà, ces traits. Lorsqu'on met ces traits, c'est pour exclure ces colonnes. Donc, c'est pour exclure certaines colonnes que nous ne souhaitons pas. Maintenant, on va créer une marge. Pour créer une marge, on va faire la soustraction. On va prendre revenu moins les points unitaires, ça va nous afficher notre marge. Mais cette marge-là, ça va être rajouté dans notre variable ici. Vous voyez ici, on n'a pas de marge. On n'a pas de marge dans la quantité point unitaire, order date, paiement des paiements, ainsi de suite. Cette fois-ci, mais lorsqu'on va exécuter cette fois-ci, on va ajouter notre colonne marge. On vient ici, toujours data, la pipe, mi-tête.
Rappelez-vous, à l'introduction, j'ai dit que la fonction mutet, ça nous permettait de créer de nouvelles variables. Je ferai mutet, les noms de notre variable, c'est margin, et ici la colonne où la variable est revenu, ça sera tiré, on va soustraire par les prix unitaires. Comme ça, très simple. Vous voyez comment est-ce qu'on peut maîtriser. Faites ces exercices avec moi, vous allez maîtriser le langage R. Voilà, c'est ça ici. Maintenant, on a notre data, on a notre marge ici, notre variable margin. Soit grâce à mutet. Mutet, c'est une fonction qui sert ou qui nous permet à créer de nouvelles variables. Très bien. On continue. Cette fois-ci, on va créer une variable des segments. Lorsqu'on parle des segments, c'est déjà un checkbox. C'est un checkbox qui va nous permettre de cocher. Si la condition est remplie, ça nous retourne un résultat. Si la condition n'est pas remplie, ça nous retourne un autre résultat. Sous forme, c'est comme les if imbriqués. C'est comme les if imbriqués. On fera data, mutet, toujours cette mutet qui nous permet de créer, comme on a besoin de créer un segment plutôt. On va toujours utiliser mutet. Voilà, et ça sera égal. Ça sera égal à la caisse when. Voilà. Caisse when, c'est une fonction qui conditionne plusieurs. C'est une fonction qui nous permet de conditionner, qui permet de mettre des conditions, des critères, si ça respecte ou pas. Voilà, c'est comme les if imbriqués. Si A est égal à B, alors sinon, ainsi de suite. Avec le case when, ça aussi c'est une fonction conditionne les conditionner. C'est une fonction qui conditionne plusieurs. C'est dingue. Je vais pas aller en documentation. Je vais chercher ça ici. Sur Google. J'ouvre rapidement. On va lire avec vous. Comme ça, on va comprendre. Voilà. Je cherche le Wi-Fi. Voilà. Extrait mettez là. C'est bon. Je viens ici. Voilà. Je fais c'est quoi encore? C'était quoi encore? Case when. On va voir ce que ça va dire. Bon. J'aime mode AI. On va utiliser l'intelligence artificielle ici. Ça soit en français, dit. En français, que ça soit en français. La fonction caseWhen dans R est un moyen puissant et flexible de gérer plusieurs conditions. Voilà. If, else, dans un seul appel vectorisé. Elle fait partie du célèbre package dplyr. Voilà, j'avais raison. Voilà, donc ici, on a compris. On viendra ici, mutet, caseWhen, voilà. On vient ici, on appelle revenu. Donc, si notre revenu est inférieur à 200, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner un résultat. Ça aussi, on doit vérifier sur Google, qu'on puisse comprendre tous. Que veut dire ce symbole dans R? La pipe là aussi. La pipe aussi. Pipe. Comme ça. Que ça aussi, on va faire comme ça. Ils donnent les explications pour qu'on puisse comprendre. Donne-nous les explications. Il est en train de chercher. La connexion est arrêtée. Voilà. Il dit, ces symboles ont des significations très différentes et spécifiquement.
dans les langages de programmation R, en particulier lorsque vous utilisez des packages modernes comme c'est des TD-verse. Le symbole tilde. Le tilde est un opérateur polyvalent dans R, principalement utilisé pour définir des formules ou formules statistiques, et plus récemment dans le cadre de la fonction case-when. C'est son usage le plus courant, notamment pour les modèles statistiques. Il sert à comparer la variable dépendante et la variable indépendante. Ce qu'on peut retenir, c'est ça. Je l'ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc, ce qu'on doit retenir, ce symbole tilde, c'est un symbole qui nous permet de comparer, de séparer la variable dépendante et la variable indépendante. Très bien. Ici, la variable x et y, x dépendant, y indépendant. Voilà. Et puis, notre pipe, voilà, le symbole pipe ou tube. Ce symbole s'appelle l'opérateur pipe. Il a été introduit par les packages Magritte et est devenu un élément central des TD-verse via dplyr et d'autres packages. Son objectif est d'améliorer la lisibilité du code enchaînant des opérations de manière séquentielle. Voilà, on comprend déjà, pendant les temps. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Voilà, on continue. Ici, on va retourner un résultat. Et ici, j'ai... Bon, traduction. Vous utilisez Google, hein, si vous avez des soucis. Google est là pour nous aider, nous tous. Faut toujours consulter Google. Consultez Google. Ça signifie quoi? Faible. Low signifie faible. La traduction, lit. Low. Ok. Ok. Faible. Et puis medium. Medium. Moyen. Très bien. Et puis, on a encore quoi? Et voilà. Haut. Voilà. Très bien. C'est ce qu'on va utiliser. Voilà. Si le revenu est inférieur à 200, on met faible. Hein? On met faible. Virgule. Si le revenu est inférieur à 300, on mettra quoi? Moyenne. Oh. Moyenne. Virgule. Sinon, donc s'il n'est pas faible, il n'est pas moyenne, c'est-à-dire il est haut. Voilà. Sinon, on affiche haut. Parfait. Comme ça, bon, si on exécute comme ça, on aura une erreur. Vous voyez déjà ici, ça nous dit, non, on n'a pas respecté la syntaxe. Voilà, je vais sélectionner, je vais couper, je vais les mettre entre parenthèses ici. Très bien. J'enregistre. Et voilà. Ça dit quoi? Voilà. Ici faible, ici haut, ici faible, ici haut, ici moyenne, ainsi de suite. On a maintenant notre colonne segment. Notre colonne segment. Je pense qu'on va finir avec un exercice qui parle sur la jointure. Jointure entre deux tables. Ça, c'est très important. Il faudrait mieux qu'on suivre ça. On va créer un tableau fictif. On fera client. Client. Lion, ça sera client tiré data point frame, j'ouvre la parenthèse. Comme ça, j'appelle customer, j'ai créé une variable customer ID. Customer ID, ça égal à unique, ça doit être unique, notre customer ID, ça doit être unique. Et je vais appeler notre data et je vais appeler notre variable customer ID, et puis je vais afficher aussi notre âge. L'âge, ça doit être égal à donc on a notre souci est quoi? On affiche les noms de tous les clients, les noms doivent être uniques, et puis on affiche l'âge, les âges de ces clients là, mais l'âge doit commencer entre 20 à 70 ans. C'est ce qu'on a besoin de faire. Simple
Comme ça, je mets 22,70. Parfait. Langue pour compter. Voilà, on va compter. Unique. Unique. Et puis, on appelle notre data. On retourne notre customer. Donc, ça doit, tu sais, l'âge là, ça va être par rapport à ses clients. Par rapport à un client défini. Et puis, on met entre virgule. On remplace. Replace. Truc. Voilà, on a fini. Je vais lancer. On dit quoi? Ça nous affiche ici. Je peux cliquer ici. Ça nous affiche les clients et les âges. Voilà, ici, on a nos clients. Client 1, il a 70 ans. Client 2, il a 66 ans, ainsi de suite. Je pense que je m'arrête là. On continue dans la vidéo suivante. Je vais arrêter ici.